Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 347e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Lilian Batelot pour son roman Géronimo et moi aux éditions 10-18. Alors Lilian, vous êtes un auteur très singulier. Vous êtes écrivain, réalisateur. Vous êtes issu de l'Aveyron et ça a peut-être une importance pour Géronimo et moi, sûrement. Vous avez écrit de nombreux romans, des romans noirs, des romans jeunesse, des romans de science-fiction, des nouvelles. Vous écrivez aussi pour le théâtre. Vous développez aussi une activité de réalisateur de films. Vous êtes multicasquette. Et on a l'impression que votre singularité, c'est d'aller dans différents horizons, dans différentes aventures à chaque œuvre. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi vous ne vous fixez pas dans un seul domaine, ce qui est, entre guillemets, la norme pour bon nombre d'auteurs? Ben parce que j'ai un très mauvais sens du business, quoi. Ben oui, c'est clair que quand on a trouvé un truc qui marche et qui trouve son public, le reproduire de manière à la fois identique et un peu différente, c'est la meilleure façon pour que ça marche. Mais bon, moi, dans ma tête, dans ma vie, ça marche pas comme ça, quoi. J'aime quand ça change et surtout quand je découvre des territoires nouveaux. Pour découvrir des choses nouvelles, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort. Et j'aime bien sortir de ma zone de confort parce que, enfin, c'est même pas vrai, parce que c'est là que je me sens véritablement confortable quand ça change, quand je suis dans un nouveau paysage, dans un nouveau monde, dans un nouveau projet. Donc pour moi, ça m'est complètement naturel, quoi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et je change beaucoup de choses dans mon travail, c'est-à-dire dans mon écriture, quoi. J'aime bien, euh, comment dire, découvrir des choses nouvelles. Et je crois que la création, c'est ça. La création, c'est ben, se projeter dans des territoires inconnus et puis essayer de les explorer et quand on est artiste ou quand on est romancier, de les faire partager. C'est juste ce qui me plaît, quoi. Je fais juste ce qui me plaît et c'est une chance invraisemblable de pouvoir faire ce qui plaît. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle ma carrière en souffre peut-être parce que je peux perdre certains lecteurs, certaines lectrices, parce que c'est vrai que chacun de mes romans change complètement de paysage, quoi. Mais c'est ce qu'il me faut et je ne veux pas lutter contre, je ne veux pas faire des romans fabriqués, je fais les romans tels qu'ils s'imposent à moi. Et celui-là, dont on va parler plus spécialement ce soir, Géronimo et moi, s'est imposé à moi avec la force d'un impératif catégorique, quoi. Il fallait vraiment que je le sorte, même si ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et si elle a été en ligne, elle pourrait dire à quel Je point suis c'était. revenue. Je suis, Ah, t'es revenu, salut. je suis là, je Euh, vous entends. ah, c'est la première fois que je vous dis tu. Oui, mais c'est pas grave. On va dire que Bon, voilà. c'est très... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne s'est jamais vu avec Ah, Lilian. on ne On s'est s'est jamais juste vu en beaucoup vrai, ouais. Ouais, ouais, appelé, mais même on mais ne s'est jamais vu, on ne s'est que parlé par téléphone ouais. et lu, quoi. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, je suis complètement. Que ça a été un Au accouchement soleil. difficile. Oui, oui, oui. Mais difficile, je ne sais pas. Long, Bon. long. Ça a été long ça a été le fruit d'un vrai travail entre l'auteur que je suis, que j'essaie d'être comme je peux, et l'éditrice remarquable que tu es toi-même, quoi. Voilà. C'est Non, non, gentil. ça a été vraiment chouette et c'est vrai que la part de ton travail a été véritablement décisive, même si ça a été douloureux pour moi à certains moments. Voilà, ça a vraiment été super. J'avais jamais travaillé avec un éditeur ou une éditrice de cette manière-là. Ça a été remarquable
pour moi. Pardon, du coup, je vais faire la petite introduction Oui. que j'aurais dû faire il y a 5 minutes avant que ma connexion coupe. Mais non, mais en fait, c'est un travail, c'est presque une commande au départ et un accord de principe sur un sujet. Et en fait, le conseil parce que moi, quand je suis arrivée chez 10-18 pour développer la ligne très précise qu'est le polar historique chez 10-18, j'ai demandé à plusieurs copains éditeurs et notamment à l'éditeur historique enfin, un des éditeurs historiques de Lilian, qui est Pierre Fournieu à la Manufacture de Livres. Et donc, il nous a mis en lien et on a commencé à discuter. Et très vite, plein de sujets se sont imposés, mais la rencontre d'un personnage qui traversait la commune et les contrées américaines au moment de la conquête de l'Ouest, enfin, en tout cas une partie de cette époque-là, ça paraissait fascinant. Et c'est vrai que moi, j'ai embarqué directement dans le projet avec l'idée que Lily en avait, qui était que, en fait, une femme allait faire ce lien. Et moi, c'est un roman que j'aime particulièrement dans mon travail chez 10-18 d'éditrice, tout simple parce que c'est un livre profondément attachant, à hauteur de femme, ce qu'on a quand même assez peu en polar et polar historique a fortiori. Et c'est un livre avec une narration qui est profondément originale. Et ça aussi, en polar, c'est rare, finalement des journaux intimes qui racontent des enquêtes, c'est assez atypique. Et moi, ça, c'est ce que j'ai énormément aimé. Et il faut savoir aussi que la langue de Lilian Batelot est une vraie langue, comme quand il parle d'ailleurs. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement élégamment. Le livre a une très belle musicalité. Et c'est un des gros points forts, je trouve, avec la grande originalité de cette histoire. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'accouchement avait été long. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler concrètement? Est-ce que le tissage des deux époques était difficile? Est-ce que le parcours de l'héroïne principale, dont on va parler évidemment plus tard, a été modifié, a évolué aussi tout au long de l'écriture? Qu'est-ce qui a fait que le travail a été aussi long et a nécessité aussi ce travail avec l'éditrice Elsa de la Chair? Alors, quant à l'histoire apparaît le même. Alors, au départ, c'est vrai que nous avions un synopsis, enfin un vague synopsis qui était très lâche, quoi, qui était très, enfin, qui était très souple, quoi, bon, qui était très bref. Et, et on ne savait pas trop où on allait. On avait une idée générale qui était, on a une héroïne qui a vécu la commune et qui, avant la commune, a vécu d'autres choses dans les monts d'Aubrac, dans les montagnes de l'Aveyron, et, et, et qui doit fuir Paris, et qui, fuyant Paris, va se retrouver à devoir traverser l'océan et à parcourir l'Ouest américain. Voilà, et à rencontrer Geronimo. En gros, la promesse, c'était ça. Mais il n'y avait rien de précis. Et au départ, je suis parti et je me suis laissé un peu emporter par l'épaisseur comment dire, par l'épaisseur du personnage. J'étais beaucoup trop long et beaucoup trop bavard. C'est-à-dire que le premier, le premier jet de feuilles que j'ai fait partir pour Elsa devait faire 250 pages. Et donc, en gros, je résume complètement. Elle m'a dit, mais bon, si on part comme ça, on va finir par un roman de 1500 pages, quoi. Donc, ce sera pas possible. Et donc, c'est surtout sur ce travail de ramasser le texte pour en faire un roman d'une longueur décente, quoi. Ça a été un petit peu compliqué. Mais en même temps, il vaut mieux avoir trop de matière et devoir la concentrer que d'en manquer et de devoir diluer, quoi. Donc, du coup, on se retrouve avec une comment dire, narration qui est beaucoup plus nerveuse. Enfin, je trouve qu'elle est beaucoup plus nerveuse. En tous les cas, elle me satisfait. Je trouve que le travail qu'on a fait me satisfait, moi, en tant que premier lecteur de ce texte. Et ça, pour moi, c'est le juge de paix, quoi. Quand je me relis et que j'ai pas honte de ce que j'ai fait,
parce que je ne vais pas jusqu'à en avoir de la fierté, hein, ce serait un peu présomptueux, mais et donc là, c'est vraiment le cas. Et c'est vrai que dans ce travail-là, euh, ben, les interventions de Elsa ont été véritablement décisives. Alors, justement, dans le roman, dans Geronimo et moi, ouais, il est question parfois des mystères de Paris. Est-ce qu'il a été question aussi de diviser potentiellement l'histoire en plusieurs livres? Pourquoi justement avoir concentré, parce que le livre il est d'une densité folle, hein, clairement, vous avez parlé de nervosité, c'est un livre extrêmement nerveux. Est-ce qu'il a été question à un moment donné peut-être d'en faire une sorte de série, puisque c'est extrêmement cinématographique et visuel? Est-ce qu'il a été question d'en faire plusieurs tomes où ça a été écarté très vite? On n'y a pas pensé. Elsa, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais bon, moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Non, parce que, alors déjà, pour un strict point de vue commercial terrible, les séries, on a du mal à garder le lectorat captif sur 3, 4, 5 volumes. Donc, commercialement, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand on arrive avec un auteur nouveau au catalogue et tout ça. Moi, je souhaitais pas ça. Et d'ailleurs, j'en cherche pas trop des séries pour cette raison-là. Et puis, en fait, justement, moi, je voulais quelque chose de nerveux, mais qui se tienne. Et la fin, enfin, la façon dont tout le livre se boucle, etc., permettait pour moi de tenir que en un seul roman. Je pense que pour le coup, autant l'écriture cinématographique me semble un vrai signe de l'écriture de Lilian, c'est-à-dire qui sait aussi écrire du cinéma, autant le déléguer en livre sériel, je pense que c'était pas du tout le projet, non. Oui, non, non, non. Très bien. Tout à l'heure, je parlais des genres différents que vous avez déjà écumés. Comment vous familiarisez avec un nouveau code, avec un nouveau genre? Là, c'est du polar historique, mais à mon sens, c'est un livre qui va au-delà de beaucoup de genres. On est au-delà du polar historique, selon moi. Mais finalement, comment vous vous habillez dans un genre nouveau? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'écrivain? Est-ce que vous vous documentez d'une certaine manière? Est-ce que vous prenez un petit peu de ce que vous avez pu lire en tant que lecteur? Qu'est-ce qui vous façonne en tant que nouvel auteur d'un genre que vous n'avez potentiellement pas encore écrit? Est-ce qu'il y a des astuces que vous mettez en place? Des astuces, je sais pas. Non, franchement, je pense pas. En fait, Euh, ma question étant, est-ce que chaque livre est dans une case, comme sur une table de librairie, par exemple, ou au contraire, est-ce que l'écriture de Lilian Batelot traverse, entre guillemets, les genres et peu importe dans quel genre vous vous insérez? c'est plutôt ça. Disons que je crois que dans tous les genres que j'ai pu tripoter, quoi, que j'ai pu quoi dire malaxer, je reste moi avec une personnalité que je pense être relativement singulière, quoi. Je crois que je touche à la science-fiction, à l'anticipation, à l'historique, au roman policier. Euh, J'y rentre dedans avec le même plaisir et la même intégrité. Je suis entier quand j'écris quelque chose. Et bon, alors, sans employer les grands mots et les grands trucs, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me traverse, quoi, et qui s'impose à moi. Alors, tout ça est dit sans aucune prétention, je ne me prends pas pour autre chose que ce que je suis, mais euh, pour moi, pour mon petit ego, pour ce que je suis, pour mon plaisir personnel, c'est important qu'il y ait cette vérité, qu'il y ait cette sincérité dans ce que je produis. Le plaisir le plus vif que je peux avoir dans l'écriture, c'est pas le plaisir d'écrire, c'est le plaisir d'être le premier lecteur de ce que j'ai écrit. Et quand j'écris quelque chose et en le relisant que je ressens des émotions qui me traversent, c'est vraiment le meilleur cadeau que la littérature peut me faire, quoi. C'est pour ça que j'aime écrire.
pas parce que j'écris, pas parce que mes doigts courent sur un clavier, mais parce que après, je peux avoir le plaisir de lire ce que j'ai écrit. Et je suis très lent pour écrire parce que quand, en tant que premier lecteur, je retrouve pas cette jubilation à chaque paragraphe, ben, il faut que je reprenne pour trouver une façon de la retrouver. Alors des fois, il faut reprendre l'écriture, des fois, il faut reprendre la narration, des fois, il faut trafiquer, quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis des lettres et puis arriver à ce que finalement l'émotion soit là. Parce que le vrai enjeu de la littérature, c'est quand même le partage de l'émotion. C'est par l'émotion qu'on fait passer les idées quand on écrit un roman. Sinon, on écrit un essai, si on veut faire passer des idées en tant qu'idées abstraites, quoi. Et Voilà. alors justement, le mot roman, il est important puisque vous le mettez en exergue dès le début du livre et vous donnez la définition, alors selon le Centre national de ressources textuelles. Alors ça, Oui. c'est intéressant parce que on connaissait à peu près la définition d'un roman, mais le mettre en exergue d'un roman, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour titiller un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en littérature? Est-ce que vous remettez au centre du débat le mot roman et sa définition pure pour en faire quelque chose à la limite du réel et de l'imaginaire? Est-ce que c'est une mise en abîme de ce que vous vous apprêtez à faire dans le roman avec Francine et Desba Asdani, dont on parlera tout à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message vous voulez faire passer en mettant cette définition dès le début du récit? Il n'y a pas de message que je veuille faire passer. Euh, je veux faire sentir. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cette fameuse définition. Je me suis dit, mais ça colle exactement à ce roman-là particulièrement, quoi. Parce que c'est un roman historique et que c'est une définition qui rappelle que le roman, c'est en fait un lieu où on mêle la réalité et la fantaisie, la fiction. Et, enfin, il m'a semblé que je devais le mettre là, que c'était sa place juste. Et bon, voilà, maintenant, il y a peu de gens qui vont se rendre compte, enfin, qui vont comment dire, s'arrêter à ça. Mais c'est pas grave, c'est là et c'est bien que ce soit comme ça. Très bien. Alors, justement, la frontière entre le réel et l'imaginaire débute dès le début où il y a ce fameux journal de Francine V qui est raconté à travers la rencontre de Desba Asdani. Vous mêlez en effet deux protagonistes comme si tout était vrai. Et évidemment, on comprend, j'imagine, très vite que c'est uniquement de la pure fiction. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette volonté de rendre encore plus réelle la fiction. Vous avez un talent particulier, notamment en insérant des notes de bas de page qui sont extrêmement, je vais dire, vicieuses, mais dans le bon sens du terme, qui troublent clairement le lecteur, qui troublent constamment. Moi, j'ai été fasciné par le fait de ne jamais véritablement savoir ce qui était vrai ou pas. Et je pense que c'est aussi là où vous êtes particulièrement aussi intéressant, cher Lilian. Mais j'aimerais que vous nous parliez déjà d'entrée de jeu sur la genèse de cette volonté d'insérer autant de flou entre le réel et l'imaginaire. Ça rejoint complètement votre première remarque, quoi. C'est exactement ça. C'est le roman, qui mêle le réel et l'imaginaire. Et je crois que plus le mariage est heureux, plus le mariage est resserré, plus les deux sont proches l'un de l'autre, le réel et l'imaginaire, et plus le roman me satisfait. Et ça, pour le coup, vous avez parlé plus haut d'un artifice. Ça, c'est un artifice. Et c'est un artifice qui permet de mettre en abîme enfin,
le fait qu'il y ait une personne qui parle de ce texte comme d'un texte vrai qu'elle a vu et qui le commente comme un texte vrai, ça le fait apparaître comme un texte vrai. J'ai eu une rencontre euh, dans un lycée, dans un CDI, et où, quand je suis rentré, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre avec la professeure documentaliste. Et puis, il y a les jeunes qui se sont mis à me poser des questions, et puis ceci, cela, et puis je sentais qu'il y avait des flottements, et puis au bout d'un moment, ils me disent, mais bon, mais c'est pas vrai, ces lettres, c'est... Et je dis, mais non, c'est un roman, c'est écrit, j'ai commencé par écrire un roman. Et ils l'avaient tous lu comme un document, comme c'est une réalité. Et c'était mon but un peu, mais sauf que de voir que ça avait sur ce jeune public marché si bien, ça m'a complètement déstabilisé. Mais eux, ils ont failli me jeter des pierres, quoi. Ils ont failli me jeter des tomates en disant quoi, mais c'est pas vrai, mais c'est tout faux, vous avez tout inventé. J'ai dit, ben oui, j'ai tout inventé, sauf les faits historiques qui sont réels. Mais tout le reste est faux. Et plus le faux semble vrai, ben plus ça me fait plaisir, quoi. Et en effet, c'est impressionnant. On s'y laisse prendre très facilement. Mais j'aimerais savoir finalement, puisque la première rencontre avec Francine V par Desba Asdani a lieu dès le premier chapitre, vous, votre rencontre avec Francine V, est-ce que vous pouvez nous parler de ce tissu historique que vous avez mis, puisque la trame historique est réelle, tout est véritable. Vous allez peut-être nous dire ce qui ne l'est pas de manière plus large. Mais votre rencontre avec Francine V, comment s'effectue-t-elle dès le début? Quelle est la genèse de Géronimo et moi? Tout à l'heure, vous avez parlé d'urgence à écrire. Pour quelle raison? Purée, alors là, je sais pas, je vais répondre, mais en vrai, la vraie réponse, c'est je sais pas. Euh, ben oui, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre plutôt qu'un autre. En fait, on se cherche des raisons souvent pour des choses qu'on ne maîtrise pas, hein. Pourquoi j'aime ce paysage, pourquoi j'aime cette femme, cet être humain, pourquoi je suis ami avec telle personne. En vérité, on n'en sait rien. Mais C'est est-ce que quelque chose qui, à la fois, vient de nous, ça vient de nous, ça c'est sûr, ça ne peut pas venir, comment dire, d'ailleurs, mais ça nous échappe complètement. Et on ne peut pas vraiment dire pourquoi. Euh, Pourquoi j'aime cette femme, j'en sais foutrement rien. Et je ne peux pas le dire. Mais pourtant, c'est là, c'est bien réel, c'est fort, c'est puissant. Et qu'est-ce qui pousse à écrire un livre quand on est sincère, hein, quand c'est un livre de comment dire commande comme ça, bon où il faut écrire tel héros qui a et puis que ça finisse comme ça, c'est pas pareil, c'est pas de la littérature, c'est une autre forme de littérature, mais on ne sait pas vraiment quoi. On est poussé par différents moteurs qui viennent de nous, qui viennent du profond, mais qu'on ne maîtrise pas. Alors rétrospectivement a posteriori, on peut toujours trouver des raisons, trouver des explications, dire oui, voilà, ceci, cela, parce que, mais en vérité, je sais pas. J'imagine que c'est un peu comme le sculpteur qui se retrouve face à son bloc comment dire, d'argile ou de marbre et qui met son premier coup de burin. Il a une vague idée de ce que sera le truc final. Mais c'est en le faisant qu'il va se rendre compte ben, que non, là, la courbe, c'est pas comme ça, qu'il faut faire autrement, et puis qu'il faut l'infléchir. Donc, et puis, on ne sait jamais vraiment où ça nous mène, quoi. Je savais pas du tout comment ce roman finirait. Bon, et la fin s'est imposée comme ça. C'est une fin qui est un peu une comment dire, pirouette, quoi, mais qui me satisfait parce que c'est une pirouette où on retombe sur ses pieds, donc c'est une pirouette réussie. Mais qu'est-ce qui vous lie finalement à toutes ces thématiques, à la Commune de Paris, à la culture navajo,
à Geronimo, à toutes ces figures tutélaires. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, qui relie quand même foncièrement à toutes ces thématiques? ce qui m'y relie, ce sont mes inclinaisons personnelles. Euh, la Commune de Paris, avec la Révolution de Barcelone en 1936, est une période historique qui me fascine depuis toujours, comment dire, m'intéresse depuis toujours et sur laquelle j'ai beaucoup lu, sur laquelle je sais deux, trois choses. C'est extrêmement compliqué. Donc, je ne prétends pas être un spécialiste parce que c'est une période qui est très compliquée, vraiment. Et donc, j'avais une certaine fascination pour cette époque-là, comme j'en avais une pour la période des guerres indiennes. Et ce qu'on appelle les guerres indiennes, c'est la façon dont les colons européens ont pillé les terres des peuples indigènes, quoi. Et bon, c'est ça. Et je me suis rendu compte, peu de temps avant de faire ce livre, que ces deux univers-là, qui sont très différents, étaient très exactement contemporains. Et je me suis dit, mais il peut y avoir une personne qui a vécu en même temps la Commune de Paris et les guerres indiennes. Historiquement, c'était tout à fait possible. Et dès que j'ai compris ça, ça a été comme un défi. Il fallait que je trouve une histoire, que je trouve un personnage, que je trouve des personnages qui me permettent de relier les deux, qui sont deux périodes qui me plaisent beaucoup et pour des raisons finalement très similaires. Ça s'est construit comme ça, c'est venu comme ça, quoi. Bon. Et puis, il y a un peu d'Aveyron, forcément. Ben, j'ai mis une touche d'Aveyron. Bon, j'ai mis une petite pincée. Voilà, c'est une fille qui vient d'une famille de forgerons des monts de l'Aubrac, qui est une zone très, ce qu'on appelle maintenant reculée, quoi. Bon, il y a pas de grands axes, et à l'époque encore moins. Et où cette famille avait du mal à vivre depuis l'arrivée des outils industriels. Parce que jusque-là, c'était les forgerons qui fabriquaient les faux, les fourches, bon, tous les outils, les socs de charrue. Et là, c'est la charnière où ben, ça commence à être les industries ben, qui fournissent tout ça. Et donc, il y a moins de boulot. Et donc, ils tirent le diable par la queue. Et c'est pour ça qu'après l'avoir placée dans un couvent, dès sa petite enfance, ils ont fini par la placer comme servante chez un bougna du canton. Qui, un bougna, c'est donc sur Paris. C'est comme ça qu'elle est montée à Paris, un peu avant la commune. Et c'est comme ça qu'elle a pu vivre la commune, cette fille-là. Alors, vous parlez de Bougna, il y a plein de termes finalement dans le livre, on apprend beaucoup de choses. Il y a un langage particulier, une gouaille, et ça m'intéresse particulièrement parce que vous y allez de manière totalement illimitée. Et alors là, il y a plus aucune limite, et j'ai trouvé ça à la fois courageux parce qu'il n'y a évidemment aucune note de bas de page pour le vocabulaire. Ça aurait pu, là pour le coup, ce n'est pas le cas. Vous laissez vraiment le texte dans son jus. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé la matière? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui n'a pas posé de problème? Est-ce que vous êtes allé le plus loin possible aussi dans la manière d'incarner chaque personnage? Ben, je dirais que chaque personnage euh, soit incarné, c'est le minimum syndical, quoi. Bon, quand on est dans un roman, c'est pour avoir des êtres de chair, quoi. Et il y a une contrainte de plus dans ce roman historique, qui est un roman historique qui n'est pas écrit à l'époque contemporaine, c'est-à-dire qui n'est pas écrit maintenant, mais qui est écrit de la plume d'une personne qui vivait à la fin du 19e siècle. Donc, il y a eu un boulot, il y a eu un vrai boulot là euh, ben pour être sûr de ne pas utiliser de mots qui n'existaient pas à cette époque-là, ou dont le sens à cette époque-là était sensiblement
différent de ce qu'il est à l'heure actuelle. Il y a eu une reprise, une comment dire, correction, une intervention d'une correctrice qui, bon, parce que il y a un moment où on parle de la peinture impressionniste. Et donc, j'avais été recherché et j'avais trouvé la première occurrence de ce mot impressionnisme. Et donc, elle m'a repris, elle m'a dit non, 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 c'est pas dans ce journal du vendredi 23, mais c'est dans tel journal du mardi 19. Euh, bon, et j'ai été voir et elle avait raison. Parce que, bon, petite incise comme ça, c'est un mot qui, dans un premier temps, avait été utilisé de manière péjorative. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout aimé la première exposition des impressionnistes, de ce qui viendra plus tard, de ce qu'on appellera plus tard les impressionnistes, et qui avait dit ben, c'est impressionniste, c'est-à-dire c'est une impression, c'est pas une réalité, c'est quelque chose, comment dire, d'évanescent, c'est quelque chose. Et ça a été repris de manière positive par quelqu'un, par un journaliste dont j'oublie le nom, mais on retrouve assez facilement ça sur Internet. Ça a été repris, mais de manière positive par, oui, ça donne des impressions, mais c'est ce qu'il y a de plus juste. Les impressions sont ce qu'il y a de plus juste pour définir la réalité. Les impressions, pour un être humain, sont plus justes que la réalité mathématique. Bon, voilà, j'aime vraiment bien cette idée. Et alors, évidemment, c'est aussi un roman extrêmement. Alors, je suis pas. Le mot est toujours très galvaudé aujourd'hui, mais peu importe, c'est un mot quand même extrêmement féministe où cette Avéronaise s'affranchit véritablement de sa condition de servante abusée pour devenir une sorte de journaliste libertaire, actrice véritablement de la Commune de Paris, puis ensuite de la cause des Apaches. Est-ce que vous pouvez nous parler de justement cette cause qui vous tient peut-être à cœur? Ça fait du bien d'avoir d'ailleurs des auteurs hommes qui parlent de ça, qui parle de la condition féminine. C'est quand même extrêmement rare et c'est bien dommage puisque ce sont les premiers concernés. Est-ce que finalement, comment on arrive à écrire en tant que femme? Est-ce qu'il y a véritablement un travail supplémentaire pour incarner totalement les choses? Pour moi, non. Pour moi, non. Et quand j'étais un relativement jeune auteur, ce qui m'est arrivé fort tard, j'étais dans une rencontre littéraire dans une librairie, ou je ne sais plus, et il y a une personne dans le public qui prend la parole et qui me dit, mais j'ai lu tout ce que vous avez produit. À l'époque, j'avais écrit 4 ou 5 romans. Et dans tout ce que vous avez écrit, il y a la moitié, à peu près précisément la moitié de ce que vous avez écrit, qui est écrit à la première personne du point de vue d'une femme, et la moitié qui est écrite du point de vue d'un homme. Je suis tombé des nues, j'étais très surpris, je n'avais pas du tout pensé à ça. Bon, donc j'ai repassé rapidement, et c'était vrai. C'était vrai, sauf que je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça me vient vraiment comme ça, tout à fait spontanément, quoi. Bon, je crois que la différence entre le masculin et le féminin, c'est pas une ligne qui sépare l'humanité en deux, mais c'est une ligne qui sépare chaque être humain en deux, quoi. Et que nous avons tous une part masculine et une part féminine. Il faut croire que j'ai une part féminine qui est prégnante et qui veut s'exprimer. Mais c'est aussi une question que je me suis posée. Je me suis posé la question, après avoir compris ça, ce que m'avait dit cette lectrice, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'homme, d'écrire du point de vue d'une femme? Et puis, après avoir réfléchi 3 secondes et demie, je me suis dit oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit parce que tu es un être humain et que un être humain a nécessairement une part féminine et une part masculine. Voilà, bon,
Alors, il se trouve que moi, ma part féminine s'exprime pas dans mes préférences sexuelles, mais dans mes préférences littéraires. Voilà, c'est et c'est ainsi. Très bien, parce que c'est une femme en effet qui a subi beaucoup, qui subit beaucoup de mal, et c'était ma question vraiment. Comment on arrive à se mettre dans la peau d'une femme qui souffre et qui ensuite se révèle et se transforme. Aussi, en réalité, c'est plus ça plutôt que uniquement homme-femme. Est-ce que vous avez... en fait, ma question Mais étant, quand on a un personnage qui est en souffrance, est-ce qu'on souffre avec lui? Est-ce que vous avez souffert au moment de l'écriture en réalité? non, non, j'ai pas le droit comment dire que j'ai pu comment dire, partager cette souffrance. Je l'ai partagée intellectuellement, mais j'ai pas le droit de comment dire ça parce que je l'ai pas vécu. Mais comment dire comprendre la souffrance comment dire, d'une femme, c'est assez facile parce qu'une femme est un être humain et que je suis un être humain. Donc, on a quand même beaucoup en commun. Euh, donc, j'ai pas de. Pour moi, enfin, c'est assez comment dire, spontané. Alors, j'ai trouvé à certains moments que j'avais tendance à pousser le curseur un peu loin dans l'horreur de ce que subissaient les femmes à cette époque-là. Mais je me suis plongé dans la littérature, et en particulier dans les comment dire, narrations de Louise Michel et de plusieurs autres. Non, ce que je raconte là, la façon dont euh, Francine a pu être abusée, a pu être vendue, c'était monnaie courante vraiment quoi. C'était pas du tout un sort comment dire particulier. C'était presque la norme générale quoi. Les servantes à Paris étaient abusées. Les servantes de province qui venaient à Paris étaient, c'était leur sort presque normal. Et une bonne partie, comment dire, devenaient prostituées parce qu'on les y forçait. Bon, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis personne pour pouvoir dire ça, mais c'est ce que je lis de gens qui ont vécu cette époque-là et qui étaient très au fait du sort des femmes, quoi. Et ça, si je ne peux pas quoi dire, partager cette souffrance, je peux très bien partager cette révolte, par contre, parce que c'est absolument révoltant. Et ça vous permet, vous avez parlé de Louise Michel, ça vous permet d'insérer plusieurs personnalités comme Jules Vallès, comme Geronimo, comme Michel en effet. Comment vous avez travaillé cette trame finalement? Est-ce que c'est une sorte de plaisir personnel? Est-ce que entre guillemets, on parlait d'artifice tout à l'heure, est-ce que c'est le cas ou au contraire, vous avez véritablement voulu rentrer dans la grande histoire avec ces personnages-là et mêler les deux de manière habile? J'espère en tout cas que c'est pas trop malhabile, même si bon, c'est parfaitement invraisemblable quand on y réfléchit qu'une personne venue d'une famille de forgerons des monts de l'Aubrac ait pu rencontrer autant de personnages qui ont fait l'histoire. Bon, voilà, ça c'est invraisemblable. Maintenant, est-ce que le roman arrive à le rendre vraisemblable? euh, J'espère que oui. J'espère que oui, mais ça, je ne peux que l'espérer. Et c'est à celles et ceux qui le lisent de me dire si c'est pas trop raté, quoi. Ce n'est pas raté, c'est même très vraisemblable. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que là aussi, on s'y laisse prendre. Vous êtes une sorte de magicien vénéneux en réalité. Voilà, on véritablement vous manie à chaque fois des événements historiques. On ne se pose pas forcément la question de savoir si c'est vrai ou pas. On se laisse bercer constamment par ce que vous écrivez. Mais contrairement à ce que dit le titre, ce n'est pas finalement Geronimo, alors qu'il est en couverture, le principe même, le héros principal de ce livre-là.
Il y a une petite notion, grande notion, et évidemment la petite notion entre guillemets, c'est Francine, et c'est ce moi dans ce titre-là qui fait tout le sel du livre. Pourquoi vous avez justement voulu mettre cette Francine-là finalement bien au-dessus de toutes les personnalités que vous égrenez dans le livre? Elle est Bon, extrêmement alors, charismatique, cette Francine, finalement. Elle a très tout peu de à défauts. fait, tout à fait. Alors, euh, pour ce roman-là, il y a quelque chose de très singulier, enfin, très singulier pour moi, qui s'est passé dans la façon dont il a été accueilli. C'est que jusque-là, la plupart de mes romans, pour pas dire tous, qui relèvent plutôt de la sphère, comment dire, polar, au sens propre, euh, était assez largement chroniqué par la polardosphère, quoi, hein, qui est assez unanimement boudé par la presse généraliste. Celui-là, ça a été exactement le contraire, c'est-à-dire que euh, les blogs, les revues, etc., de polar en ont pas beaucoup parlé, et par contre, c'est la presse généraliste qui en a le plus parlé. Bon, vraisemblablement grâce à l'efficacité du service presse de 10-18, mais bon, voilà, le fait est là. Un des rares articles venus du monde du polar reprochait, regrettait euh, que cette femme soit si superbe, qu'elle soit euh, aussi belle, alors pas belle parce qu'elle est, parce que ça, on n'en sait rien, quoique il y a quelques éléments qui peuvent permettre d'imaginer qu'elle est plutôt, comment dire, bien faite, elle fait toujours ce qu'il faut, elle est toujours juste, elle est toujours belle dans ce qu'elle fait, elle fait toujours des belles actions, etc. Et ça, ça, a, ça a gêné ce personnage-là. On fait rarement ces reproches pour un personnage masculin. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est de faire une femme qui soit un peu une superwoman, comme on parle d'un héros qui est un peu un Superman, qui se bat mieux que tout le monde, qui est plus gentil que tout le monde, qui a une grandeur d'âme. Voilà. Il me semble que j'ai fait en sorte que cette femme, comment dire, porte des valeurs de superwoman, mais de manière très, comment dire, féminine. Alors, c'est peut-être sexiste ce que je vais dire, mais il me semble que les femmes portent des valeurs qui, à mon sens, ont plus de valeur que les valeurs des hommes. Il y a une, il y a une chanson de Renaud qui dit ça très bien, à propos de, comment dire, à propos de comment Thatcher, et qui dit, à part peut-être Madame Thatcher. Bon, mais euh, qui brosse comme ça de manière, à la manière de Renault, quoi, que j'aime bien parfois, euh, qui, 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 euh, qui brosse quelques, comment dire, contours des différences qu'il peut y avoir entre le comportement masculin et le comportement féminin. Ça n'a rien à voir avec la puissance, avec la comment dire, ténacité, avec l'efficacité. C'est une fille, Francine, qui est particulièrement efficace quand elle se bat. Elle sait se battre sur les barricades, elle sait se battre pendant les guerres indiennes, mais qui a une approche qui est positivement et qui est miraculeusement féminine. Et j'ai essayé comment dire, brosser un peu le portrait d'un idéal féminin
tel que je me l'imagine. Très bien. On reparlera de ça juste après, avant de faire une petite photo de groupe. Et ensuite, un extrait sera lu de manière originale, vous le verrez. La photo, c'est parti. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Ça reprend pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, je vais vous diffuser maintenant un extrait lu par Lilian. Alors, il va pas le lire là de manière présentielle, mais il a enregistré deux extraits. Ouais, parce que je lis très mal et j'ai toujours peur d'imposer. Alors, quand c'est en vrai, quoi, je réclame à ce qu'il y ait un comédien ou quelqu'un qui veuille bien lire, quelqu'un qui sache lire. Mais là, donc, parce qu'on me réclame régulièrement que je lise, donc j'ai enregistré quelques passages, et là j'ai enregistré deux passages de 1 minute 30, qui est le calibre demandé pour cette animation. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous la partage en espérant que vous puissiez l'entendre. Vous me dites si c'est OK. Milord m'attendait dans ma chambre, assis au bord de ma couche. Le bougna se tenait debout près de lui, raide comme un enfant fautif. Tu ferais une bonne comédienne. Le proxénète agitait doucement sa canne sous mon nez alors que je fixais le plancher. Comme ça, tu avais en tête de me nuire. Tu as la cervelle empoisonnée par les sornettes des mégères de l'Union des femmes que tu vois si souvent. Je gardais le silence et mes yeux sur le sol. Regarde-moi quand je te parle. Je n'obéis pas. Il posa quelque chose sur la table de nuit. Je levai les yeux. C'était mes carnets. La pièce vacilla. J'ai des gens plus malins que toi à mon service. En reconstituant la pile de journaux qui cachait le pavé décellé, j'en avais changé l'ordre. Et celui qui s'était trouvé dessus était exempt de poussière. Costefave écoutait sans rien dire, atterré. Tu te prenais pour Monsieur Vidocq, peut-être, reprit Milord. Tu pensais mener une enquête, mais tu n'es bonne à rien. Ma tête valdinga sous la gifle qui ponctuait la réplique. Croyant au début d'une correction, le bougna défit sa ceinture et commença à me cingler le corps. Terrorisé, je ne sentais même pas les coups. Le souteneur l'arrêta d'un geste. Laissez, Costefave, c'est moi qui vais m'occuper d'elle maintenant. J'en fais une affaire personnelle. Sa place est dans l'établissement où l'on mate les têtes dures, à côté des casernes. Je m'occuperai personnellement de son cas. La pièce. Et bien voilà. Merci, Lilian, pour cet extrait. Voilà, c'est une première. Et je trouve ça peut-être encore mieux qu'en réel, puisqu'il y a un son particulier, il y a un silence derrière, encore plus fort, je trouve, que lorsqu'un auteur le lit. Je vais peut-être rééditer ça pour les prochaines fois. Justement, on parlait tout à l'heure de l'héroïne qui était avec différentes qualités, mais elle a aussi une notion un petit peu spirituelle, puisqu'elle a des intuitions fulgurantes qui parfois la sauvent. Et son expérience du couvent l'a peut-être un petit peu détournée de la religion, mais du coup, elle est quand même plutôt ouverte d'esprit. Elle accepte finalement les intuitions qui lui arrivent. Est-ce que ça, c'est quelque chose de particulier aussi? Est-ce que vous pourriez en parler? Oui. Euh, c'est une fille qui, si elle est complètement dégoûtée de la religion parce qu'elle a pu vivre dans ce couvent, n'est pas du tout fermée aux éléments de la spiritualité. Ce sont deux choses complètement différentes. Et quant aux intuitions, elles peuvent être liées à la spiritualité et je veux dire que j'ai vécu personnellement des choses comme ça, des intuitions qui me sont venues, je ne sais d'où, mais et qui se sont avérées vraies. Alors, je vous la fais courte, mais j'étais jeune enfant, je devais avoir 9 ans, et j'étais avec ma mère, qui était institutrice dans un village du sud de l'Aveyron. Et j'avais trouvé dans le grenier de cette école une pierre qui m'avait paru très singulière, qui était un genre de triangle comme ça, avec des signes
avec des signes gravés. J'avais raconté une faribole, j'avais menti, j'avais dit que je l'avais trouvé dans une grotte, parce que l'objet m'évoquait un biface, m'évoquait une hache préhistorique. C'était pas ça du tout. Mais donc, pour moi, j'avais pu la trouver que dans une grotte. Il se trouve qu'elle avait posé l'institutrice à qui je l'avais montré, qui n'était pas ma mère, qui était parce que ma mère, elle faisait les petits. Elle avait posé sur le bureau et l'inspecteur est venu. L'inspecteur voit cette pierre et dit mais qu'est-ce que c'est cette pierre? Et donc elle lui raconte ben voilà c'est Liliane qui l'a trouvée dans une grotte, etc. Il dit oh mais ça me semble très intéressant, je vais le prendre pour le montrer à des amis qui s'y connaissent un peu. Bon, donc voilà. Un peu plus tard, cet homme revient avec tout un aéropage de spécialistes parce qu'il voulait savoir d'où venait cette pierre. Alors, il fallait que je trouve la grotte, qui n'existait pas. Je l'avais trouvée dans le grenier. Et donc, je ne me suis pas démonté. Je leur ai dit, ben oui, oui, bien sûr, je vous amène à comment dire, cette grotte. Et j'avais aucune idée. Je pensais qu'il n'y aurait pas de grotte. Je me disais, bon, ben, tu vas dire que tu ne la retrouves pas. Et puis, on s'est mis à marcher dans les bois. Je les ai amenés, je les ai promenés. Et puis, au bout d'un moment, ils commençaient à en avoir marre de marcher. Ça faisait très longtemps qu'on marchait, ça fait très longtemps. Oui. Je leur dis, ben là, après cette épaule, on redescend un peu et il y a une grotte là. J'étais jamais allé dans cet endroit. Et on a passé les... Et c'est un lieu, c'est une région où il y a très peu de grottes. Et donc, on a passé l'épaule et il y avait une grotte. Il y avait une grotte, quoi. Bon, donc, c'était quand même invraisemblable. Enfin, et ça m'a semblé presque naturel qu'il y ait une grotte là, dans cet endroit que je ne connaissais pas, dans une région où il n'y a pas de grotte. Voilà, donc ils ont fait des fouilles dans cette grotte. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr, parce que c'était pas du tout un truc c'était pas du tout un artefact préhistorique, c'était moule à bijoux médiéval. Voilà, donc ça n'avait rien à faire dans une grotte, et donc ils ont imaginé que c'est un berger pendant les guerres de religion qui l'avait amené là pour le protéger. Enfin, bon, voilà, Donc la part autobiographique du livre réside dans les intuitions, l'intuition féminine. oui, ben, féminine, oui, oui, c'est peut-être la part féminine à moi, mais non, mais je pense que c'est partagé par les deux sexes ou par tous les sexes de manière tout à fait indifférente, quoi, parce que il y a beaucoup de chamans, il y a des sorcières aussi, mais enfin, il y a beaucoup, comment dire, d'êtres humains qui sont, qui ont des connexions avec des forces qui échappent à ce qu'on sait de la science pour le moment, quoi. Bon, qui ont sûrement des explications, mais des explications un peu plus complexes euh, que ce que la science peut appréhender pour le moment. Est-ce que Francine V, est-ce qu'elle continue d'habiter vos pensées? Est-ce qu'après l'écriture du livre, elle est toujours là? Est-ce qu'elle est encore présente? Est-ce que vous auriez aimé la rencontrer? Aimer la rencontrer, oui, c'est sûr, attends, mais c'est une femme tellement formidable, quoi. Bon, alors j'ai la chance d'avoir rencontré des femmes formidables, dont celle qui partage ma vie pour le moment. Mais Francine, c'est une femme, comment dire, majuscule, c'est une femme qui ne peut pas exister. Euh, c'est une abstraction, quoi. Bon, alors que j'espère avoir réussi à incarner, mais euh, non. Alors, et puis, est-ce que j'y pense? Est-ce que elle m'habite?
Franchement, non. Franchement, non. Et avant cette rencontre, j'ai dû faire un effort pour me rappeler son prénom. Bon, voilà. Donc, D'accord. Ah oui. Ok, mais c'est bien, ça veut dire qu'en effet, le livre terminé, vous passez à autre chose. Et alors, sur quoi vous travaillez? par force des choses, oui. Ouais, c'est intéressant. Il y a des personnages parfois qui dépassent peut-être la sphère de l'écriture et qui peuvent peut-être déborder. Ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous travaillez sur quelque chose d'autre, littérairement ou pas? Je sais que du côté du cinéma, c'est toujours en cours. J'ai cru comprendre que Oui, vous étiez encore en pleine production et que ça vous prenait beaucoup de temps. Est-ce que ouais. littéralement, vous êtes dans une nouvelle recherche, dans un nouveau style, dans un nouveau genre, et potentiellement peut-être chez 10-18? Alors, chez 10-18, je sais pas. J'ai eu une expérience qui était très enthousiasmante, quoi. Donc, bon, je serais prêt à repartir sur quelque chose euh, si j'avais la matière, quoi. A priori, là, je suis en train de plancher sur un roman historique qui se déroulerait dans les Grands Causses du sud de l'Aveyron, autour du personnage de Charles-Édouard Martel, qui est l'inventeur de la spéléologie et qui, entre autres comment dire, découvertes, a été, pardon, le Covid me rattrape, a été l'inventeur de l'Aven Armand, qui est une grotte parmi les plus fameuses de France, du sud de la France. Voilà, donc je suis en train de plancher sur ça. En matière romanesque, toujours? Toujours le Oui, roman au centre? oui, un roman. Et j'ai une commande pour le coup, qui sera un livre de commande, celui-là. Le contrat a été signé pour. Il y a, vous avez dû entendre parler du poulpe, le poulpe créé par Jean-Bernard Puy. Donc, il ressuscite là via la fille du poulpe, qui est pas sa fille, comment dire, biologique, mais qui est sa fille spirituelle. Et enfin, bon, c'est ses papas spirituels, elle n'a pas qu'un, qui est une jeune femme actuelle, quoi, qui vit en 2014. Et donc, c'est une série qui fonctionne sur le principe de la série Le Poulpe, mais c'est donc la fille du poulpe. Et je suis en train d'en écrire un. Voilà. Très bien, très bien. De beaux projets. Alors, j'ai deux dernières questions avant de passer à un deuxième extrait lu par vous-même, Lilian. Ces deux questions que je vous ai posées en amont, vous vouliez garder la spontanéité de la réponse. La première Oui, étant de choisir un auteur ou un livre méconnu que vous aimeriez mettre en avant et qui traduit aussi une certaine influence peut-être en tant que lecteur, quelque chose qui vous a aussi peut-être forgé en tant qu'auteur. Qui avez-vous choisi? alors, j'ai choisi de parler d'un auteur non pas méconnu, parce qu'il a connu son heure de gloire, mais tombé un peu dans l'oubli depuis, qui est Louis Guillou. Louis Guillou et particulièrement deux de ses textes, qui sont des textes courts. Alors, on connaît de lui principalement Le Pen Noir, hein, qui est son œuvre phare. Mais il y a deux textes euh, qui sont poignants et qui m'ont fait un effet. J'ai chialé en lisant ça. Mais à l'époque, j'étais gamin et ça m'a vraiment beaucoup touché. Alors que c'est très simple, c'est une écriture limpide, c'est une écriture très factuelle comme ça, et c'est très fort. Euh, le, plus, le plus fort des deux, de ces deux textes que j'ai retenus de lui, c'est Compagnon. Compagnon, qui est un texte court qui doit faire 30 pages. C'est une nouvelle, disons, et qui raconte la mort d'un compagnon.
d'un compagnon au sens de ouvrier, comment dire, compagnon. C'est c'est poignant, c'est écrit avec une épure invraisemblable. C'est un texte qu'il faut lire, quoi. Et de ce même tonneau, un peu plus long, c'est plus une novella qu'une nouvelle, c'est Maison du Peuple. C'est vraiment deux textes que je trouve absolument majeurs. Et Ouais, injustement tombé dans l'oubli. en effet. Et il n'est pas avéronné, on le précise. Non, non, je ne sais pas beaucoup de lui. Je sais pas beaucoup de. Non, mais je pense qu'il n'est pas Aveyronais, sinon je le saurais, parce qu'on est un petit pays et on se connaît tous. Alors, j'ai une dernière question pour vous. J'allais vous appeler Louis. Non, Lilian. Euh, euh, c'est une question qui, finalement, dans Geronimo et moi, vous parcourez le passé et différents passés. Pour le coup, là, j'aimerais vous transposer dans le futur, dans 50 ans, en 2074. Quel monde voyez-vous, Lilian Batelot? J'ai pas de boule de cristal. Bon, euh, ce que je regrette, c'est que c'est un monde que je connais très vraisemblablement pas. Et ça, je le regrette très fort. Mais j'ai aucune idée. Et comment dire, bien malin, qui peut le dire. Ce que je peux dire, c'est pas ce que ce sera, c'est ce que j'espère. Ce que j'espère, et c'est le thème du film. Vous parliez d'un film que je suis en train de réaliser et autour du, enfin, qui, qui est long à venir, lui aussi, et alors, c'est un film qui s'appelle Collapsus Paradise. C'est-à-dire comment faire un paradis de l'effondrement. Alors, c'est vrai que je vis en Aveyron, mais dans un petit pays aveyronnais qui est très atypique dans cette région, qui est un pays de mines, qui a été un pays de mines et de sidérurgie. Et les mines et la sidérurgie se sont effondrées et en plongeant cette région dans un paysage de guerre, quoi. C'est-à-dire avec deux tiers de la population détruite, voilà, on se retrouve avec 30% de la population restante. Ce sont des proportions que peu de guerres atteignent, quoi. Avec la plus grande superficie au sol de la ville qui a été rasée, qui a été détruite, c'était des usines. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais connu que des jeunes qui s'en vont de ce pays. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis né là et j'en suis parti j'ai passé 40 ans de ma vie sur la ville de Montpellier, comme la grosse majorité de mes amis de mon âge. Je remarque pour le moment qu'il y a, et c'est tout l'objet du film, qu'il y a des jeunes qui viennent s'installer sur cette région. Et des jeunes qui ont des idées très différentes de celles qui sont dictées par la civilisation industrielle et qui sont en train de faire vivre un autre futur, un présent qui laisse envisager un autre futur, qui sont les acteurs d'une économie qui est ancrée dans son territoire, qui se passe le plus possible des apports industriels, bon alors et qui sont beaucoup plus crédibles, je dirais, que ce qu'ont pu être les néo-ruraux de mon époque, les babacools avec les chèvres, etc. On n'en est plus là, quoi. C'est des gens qui, en même temps, ont une vision assez réaliste de l'économie, de ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre dans
ce monde, vivre avec des enfants, avec des activités, ce sont presque tous des gens qui, en plus de leur activité professionnelle, ont une activité artistique, de la musique, de la création, de la littérature. Il y a une éditrice, il y a bon, il y a plein de gens très différents qui viennent et qui sont en train d'essayer de construire un autre monde. Et ce que j'espère pour dans 50 ans, c'est que, c'est bien improbable, mais c'est que tous ces gens de bonne volonté qui essaient de construire autre chose avec leurs petites mains, avec leurs neurones, avec leur envie d'amour, avec leur envie de faire ensemble, et avec leur désintérêt des choses financières et des choses matérielles, j'espère que c'est eux qui vont pouvoir construire le monde de demain. Moi, j'essaie de les appuyer comme je peux, mais moi, je ne fais pas partie de la jeunesse. Ce n'est pas moi qui le construirai, ce monde, quoi. C'est eux. Et j'ai vraiment confiance en eux. Merci, Lilian Batelot. Alors, on va terminer la rencontre par le deuxième extrait que vous avez composé. Je vais le partager tout de suite. Vous me confirmez toujours par un petit pouce si c'est OK pour vous. C'est parti. Mercredi 22 juin 1881, Albuquerque, Nouveau-Mexique. Je vomis. Je vomis ma bile. Je ne pouvais pas décoller mes yeux du crâne scalpé de Calhoun, des visages sans vie de mes amis, des flèches qui les transperçaient. À ce moment, je vis passer Eck entre deux chariots. Il allait sur son cheval entravé d'une pièce de bois. Les mains attachées dans le dos et une épaule sanglante, il était encadré par deux Indiens, un homme et une femme. Il ouvrit grand les yeux quand il me découvrit armé sur mon Mustang aux peintures de guerre. « Tu es avec eux? C'est pour ça que tu savais ?» Je secouai la tête. Non, ce n'était pas ça. Mais je ne savais pas le dire. Les mots ne venaient pas. L'Indien que j'avais suivi talonna son cheval pour se mettre à notre hauteur et répondit pour moi. Elle l'a su d'une autre manière. Elle est avec nous, mais elle ne le sait pas encore. Comme toi. Sa réplique nous laissa silencieux. À son habitude, il attendit longtemps avant de poursuivre. Tu es un Indien, tu es resté debout sous le feu du combat, et tu n'as pas levé ton arme sur nous, même après que ton chef blanc t'eut tiré dessus, parce que tu refusais de le faire. Eck regarda son épaule blessée et garda le silence. Eh bien voilà, il garda le silence. Merci infiniment, Lilian, pour votre temps, notamment malgré le Covid qui sévit depuis quelques jours. Merci d'avoir honoré la rencontre. J'imagine que ce n'était pas forcément évident. Et donc, on vous conseille à nouveau, Géronimo et moi, aux éditions 10-18 pour le destin d'une femme incroyable. Il l'a dit, en effet, une femme quasi parfaite, le cinquième élément, pourrait-on dire. Euh, Merci infiniment, Lilian, Elsa et Julia des éditions 10-18. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Elsa, si tu souhaites rajouter quelque chose. Non, non, pas du tout. Enfin, juste que c'était extrêmement intéressant d'entendre Lilian comme toujours parler de ça. Puis il a une très jolie façon d'en parler. Donc moi aussi, j'étais contente de participer à ce moment. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci, Merci à Lilian. vous toutes. Bonne Il n'y a soirée. presque que des filles, elle a que des femmes. Et le lecteur est une lectrice, souvent. Oui, ça, on le Et savait. souvent, souvent. Merci à Bonne tous. Bonne soirée Bonne soirée. soirée. Merci à Bon à vous. tous et rétablissement, toutes. Lilian. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.